etc. Et donc qui s'appelle Michael, et que vous croiserez peut-être tout à l'heure. Et en ce qui concerne… Ah bah voilà, Michael, peut-être tu veux te présenter rapidement aussi. Ouais, Michael, Bleu Blanc Zèbre aussi, en charge des opérations et de la com. Bienvenue tout le monde. Merci. Et pour Benenova, en fait, on attend Jérémy Torel, mais en fait, qui a eu un incident dans le train. Là, ils ont effectivement un accident de personne, comme dit la SNCF. Et donc, Sophie Desmazeries, la directrice générale du réseau, va arriver, mais du coup, on va inverser les présentations. Et en fait, je suis avec Stéphanie Andrieux, qui est la cofondatrice. Je te laisse te présenter, Stéphanie, si tu veux aussi. Oui, ben, bonjour à tous, ravie d'être là. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis cofondatrice de Benenova. Donc voilà, prête aussi à échanger avec vous et ravie d'être là. Merci. Super. Bah, écoutez, merci encore une fois à tout le monde d'être là et aux intervenants. C'est vraiment chouette de vous compter parmi nous. Avant d'aller plus loin, on avait préparé un petit sondage. Je pense que c'est le moment pour pouvoir le lancer. Voilà, merci Michael. Il y a 4 questions, donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas pour trop longtemps. Pour la petite information, vous êtes 245 attendus ce matin sur ce webinaire. On n'avait pas forcément tout de suite imaginé que ça allait faire autant de bruit, et donc on est ravis aussi de l'écho que ça peut faire. 245, c'est un petit record, hein, personnellement. C'est vrai que c'est pas mal, hein, Laurent. Je pense que sur le bénévolat, j'ai pas fait de webinaire à 245 personnes en 2022. Donc franchement, C'est vous pas mal, hein. commencez l'année. Top. Ok, donc majoritairement des assos, sans surprise. Ok, de toute façon, sur la question 2, c'est vraiment l'objet, là je vais repréciser, hein, mais c'est vraiment l'objet, c'est qu'on reparte ce matin avec une compréhension plus claire des complémentarités en fait entre chacun. Donc, on reposera peut-être la question à la fin justement pour savoir si les approches elles sont plus claires. Et sinon, ça veut dire qu'on aura peut-être raté de notre côté, hein, quelques infos. Ok, ok. Ok, super. Très bien. Eh ben, écoutez, de toute façon, sur le recrutement, la mobilisation, la formation et la fidélisation, ça fait partie des questions de ce matin. Donc très bien, ça marche. Peut-être simplement vous préciser un petit peu le cadre de ce webinaire. Simplement, en fait, c'est que ce soit dans les écosystèmes de Make Sense, de Je veux aider, de Benenova ou de Bleu Blanc Zèbre, en fait, c'est des questions sur lesquelles on est régulièrement sollicité. Et en échangeant avec les intervenants, en fait, on a vraiment pensé que c'était important pour vous enfin, pour nous et pour vous, de partager ces approches et de mieux comprendre les complémentarités. L'idée étant que sur le terrain, chacun et chacune d'entre vous puisse se saisir plus facilement et voir plus clair dans qui sont dans l'identité des acteurs. Je précise en même temps, hein, ce webinaire, en fait, c'est pas une conférence sur le bénévolat. En fait, il y a des structures qui sont beaucoup plus aguerries pour le faire que nous. On est plus là sur du décryptage et comme je disais, que vous puissiez mieux appréhender et voilà, tout simplement mieux agir. L'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, voilà, on a pas mal de choses qui ont évolué dans notre société, ne serait-ce que la circulation d'informations, hein, entre autres. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le bénévolat, eh ben, il n'y a pas échappé. Euh, on est de plus en plus bookés. Voilà, les gens ont de moins en moins de temps. Et puis, il y a une exigence aussi sur le sentiment d'utilité qu'on veut avoir sur le temps qu'on va donner.
historiquement, on connaît le bénévolat régulier. C'est un bénévolat qui est structurant, qui est rassurant, qui est encore indispensable dans beaucoup de structures. Et, et effectivement, ça, on le connaît. Mais entre-temps, voilà, il y a une dizaine d'années, il y a le bénévolat ponctuel qui est arrivé euh, comme une solution alternative. En fait, les études de France Bénévolat, pour le coup, elles étaient assez brillantes et assez innovantes, puisque dès le début des années 2000, en fait, on voyait des préconisations en fait, qui donnaient déjà les prémices de ce à quoi ressemblerait le bénévolat ponctuel demain. Et donc, il aura fallu attendre les années voilà, 2010, 2013 pour pouvoir les mettre en place concrètement. Donc, il y avait d'un côté la théorie, puis il y avait la pratique, c'était comment est-ce que concrètement chacune et chacun allait accepter l'idée d'avoir des bénévoles qui viendraient que 2-3 heures pour faire quoi, comment, etc. Aujourd'hui encore, on sent que ça pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on crée des missions de bénévolat ponctuel? Comment on fait le lien avec les bénévoles réguliers? Comment tout se complète? Est-ce que l'un va remplacer l'autre? Alors, c'était, comme je le disais, un titre un peu racoleur, mais nous, en fait, je vais spoiler un petit peu, mais en fait, clairement, on est convaincu que nous, on a besoin en fait, des réguliers pour avoir des ponctuels. Et toute l'approche, elle va être là-dedans, en fait. Elle va être dans de la complémentarité et de voir comment le bénévolat ponctuel, en fait, il ouvre simplement une nouvelle facette, une nouvelle manière, en tout cas, pour permettre à des gens qui n'avaient peut-être pas le temps, en fait, de s'engager. Et très rapidement, sur les freins qui étaient identifiés sur le bénévolat, il y avait le manque de temps. Et là, pour le coup, le bénévolat ponctuel, il y a répondu complètement. Et ça s'est accompagné d'une logique de développement de plateforme. Et ça répondait peut-être à une autre question qui est la difficulté de ne pas savoir à quelle porte taper. C'était le deuxième frein majeur au bénévolat. Et ça, pour le coup, je pense qu'on va aussi en parler avec Nassim tout à l'heure. Le dernier aspect, et qui nous a semblé hyper important, c'est qu'on parle beaucoup de communauté. On parle de communauté, avant, on parle de communauté web, très bien. En fait, il y a des curseurs qui ont été poussés sur la question de la communauté, sur ce que ça veut dire concrètement, sur les notions de parcours, de rituel, de formation. En fait, si on pousse un petit peu les curseurs, et c'est ce qu'on va faire ce matin avec Lorraine, on va voir que l'aspect de communauté, en fait, il est, je pense, indispensable à la vie des organisations aujourd'hui. Euh, et voilà, on va mettre du concret derrière tout ça, on va mettre de l'humain derrière toutes ces approches. C'est quelque chose qu'on va répéter aussi pendant l'échange, mais c'est que souvent derrière des Benenova, derrière des Je veux aider, derrière des Make Sense, etc., partout, en fait, il y a des gens, il y a des humains en fait, qui sont là. Ce n'est pas juste des plateformes, etc. Et donc, ça aussi, ça va être intéressant d'en échanger là-dessus. Benenova devait donc démarrer ce matin, mais vous l'avez compris, la vie en aura décidé autrement. C'est pas la Laurent, meilleure j'ai vu un métaphore. Jérémy se connecter. Je ne sais pas si Jérémy, tu nous entends et tu es dispo pour commencer. Sinon, Nassim commence. Vous m'entendez? Allô, allô? Oui. 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 Oui, bah, moi je suis Sophie Desmazeries. En fait, je suis la déléguée Ah, générale de super. Benenova. Il se trouve que Jérémy est coincé dans un train avec une histoire assez dramatique. Donc, il ne va pas pouvoir, je pense, prendre la parole. Donc, au pied levé, je vais essayer de le remplacer. Super. Merci Sophie d'être parmi nous. Euh, Jérémy devait donc prendre la main en premier, juste après la présentation de Bleu Blanc Zèbre. Donc, pas de souci. OK. Peut-être rapidement sur Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre, c'est donc une association qui est née en 2014 avec une idée claire, c'est de se dire, voilà, il y a des gens sur le terrain qui inventent chaque jour des choses qui fonctionnent, qui font la preuve de leur impact sur la question du logement, la question de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la transition écologique, des fraternités. Voilà, il y a plusieurs thématiques comme ça sur lesquels il y a des gens qui se bougent, qui font des trucs qui marchent. Et en fait, ces trucs qui marchent, et ben en fait, ils marchent tellement bien qu'on aimerait que ça se sache ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fait, Bleu Blanc Zèbre, ça fonctionne comme un label. On vient labelliser des actions précises. Peut-être pour vous donner deux exemples simples, on a labellisé par exemple une action portée par HUP sur la question de l'entrepreneuriat des personnes vivant avec un handicap. Le problème, c'est quoi? C'est que les personnes en situation de handicap, elles sont 9 fois moins nombreuses
à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que fait HUP, c'est qu'il propose un programme avec un diagnostic, du parrainage, avec un coach certifié, et puis voilà, un programme comme ça pendant 6 mois qui va permettre à la personne de se lancer. Un deuxième exemple, l'abri Cocoon. Voilà, en 2022, on a encore 300 000 personnes qui sont sans abri en France. Ce que fait l'abri Cocoon, c'est que pour une partie de ces personnes-là, il propose un abri temporaire de la taille d'un abribus, un abri équipé qui va permettre derrière en fait, de lancer un accompagnement plus pérenne. Je prends juste 2 exemples, mais pour vous dire que voilà, aujourd'hui, Bleu Blanc Zèbre, c'est 450 actions comme ça qui sont labellisées, qu'on essaye de connecter entre elles, qu'on essaye de connecter aussi plus largement à des personnes qui se voient moins. On a toute une partie qui est le soutien au développement des membres de notre communauté. Sur le soutien au développement, il y a ce qu'on fait ce matin. Il y a des webinaires. On sait que cette question du bénévolat ponctuel, elle est importante. Et ben, du coup, on essaie de mobiliser des acteurs pour pouvoir partager ça et monter en compétences. On le fait sur la mesure d'impact, on le fait sur bientôt, on l'a fait sur la coopération et le financement des projets d'innovation sociale. Voilà, on a tous des cycles réguliers de webinaires. On a des mises en relation, et puis on a des outils très pratico-pratiques qui sont des veilles d'appel à projet, mises à jour chaque semaine, qui recensent toutes les veilles d'appel à projet de l'ESS et qui arrivent directement dans la boîte mail en fait, des zèbres. Et ensuite, vous dire peut-être qu'on essaie de connecter aussi en fait, aux élus, puisqu'en fait, il y avait toute une base du projet de Bleu Blanc Zèbre là-dessus, qui était pour rendre visibles ces actions, de connecter justement au territoire, et pour connecter au territoire, de connecter aux élus. Et là-dessus, on organisera un gros événement le 6 avril. Voilà, et je terminerai sur les projets de coopération, puisqu'en fait, là, ce que fait Bleu Blanc Zèbre, et si on croit, c'est la capacité de mettre autour de la table des gens qui ne se parlent pas d'habitude et pourtant qui sont liés à un même sujet. C'est ce qu'on a fait récemment sur l'illettrisme en entreprise avec notre collègue Tatiana que je vois sur la vidéo. C'est ce qu'on a fait sur l'habitat inclusif. Voilà, on l'a fait sur d'autres thématiques. Voilà, on met autour de la table les gens qui ne se parlent pas pour avancer ensemble. Là-dessus, on pourra vous donner plus de billes, bien sûr, à un autre moment. Et sur le reste, effectivement, on fait de l'intermédiation, on organise des rencontres en présentiel, etc. Et pour l'événement du 6 avril, en fait, il se passe en partie en visio, donc tout décloisonné le matin, et puis après, dans quelques villes le soir. Pour le coup, on peut en reparler, vous avez mes coordonnées qui s'affichent là. J'ai essayé de faire succinct, j'espère ne pas avoir trop bombardé d'informations. Mais pour ma partie, c'est bon, c'est terminé. Sophie, du coup, donc là, voilà, vous avez eu rapidement les intervenants avec donc Jérémy qui va être remplacé par Sophie, la directrice générale du réseau Benenova. Et on va entamer sur Benenova. Et Sophie, si besoin, de toute manière, on peut compléter avec Stéphanie aussi, si jamais il y avait des questions plus historiques. Peut-être, Sophie, si tu veux, tu peux présenter simplement Benenova sur, tu vois, sur l'approche, histoire que tout le monde puisse rapidement situer l'approche et puis comment ça se passe concrètement, en fait. Ok, parfait. Merci, Laurent. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Super, super. Benenova, c'est un réseau de 4 associations, Paris, Lille, Nantes et Rennes, qui a pour objectif de faciliter l'engagement citoyen. C'est un réseau qui est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'engager sans forcément savoir comment faire, sans connaître le monde associatif et en se posant des questions sur l'utilité de leurs compétences. Et puis, de l'autre côté, des associations de plus en plus nombreuses qui ont des besoins de bénévoles et qui ont parfois du mal à les recruter. Donc, sur ce constat-là, a été mis en place d'abord Paris et Nantes avec une offre de bénévolat
avec nos partenaires associatifs, très facilement accessible, puisque la promesse qui est faite aux personnes qui viennent s'inscrire sur le site benenova.fr, c'est de pouvoir faire du bénévolat sous un format court, puisque toutes les actions sont entre 2 et 5 heures, sans compétences, pour permettre le mélange aussi des personnes. Toujours sur le terrain pour être utile, toujours en collectif. Voilà, donc c'est cette promesse de pouvoir s'engager en fonction de ses envies, mais également de ses contraintes. En plus de cette possibilité, comme notre objectif, c'est de faire en sorte que toute personne puisse s'engager, on a des programmes de bénévolat inclusif pour permettre à ceux qui sont le plus éloignés du bénévolat de pouvoir s'engager au service du bien commun. Donc, on accompagne des personnes en situation de handicap vers le bénévolat, ainsi que des personnes en situation de précarité, notamment des personnes qui sont exilées. Voilà, très rapidement, l'an dernier, c'est donc sur 2021, pardon, donc c'est déjà encore l'année d'avant, il y a environ 5500 personnes qui se sont engagées à nos côtés et aux côtés des plus de 150 associations avec lesquelles on est partenaire. Voilà pour très rapidement quelques mots sur le réseau Benenova. Sophie, peut-être, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de missions concrètes que chacun puisse un peu se les projeter Ouais. s'il te plaît. Alors, du coup, nous, on travaille avec des associations qui sont dans le secteur social principalement et environnemental. Donc, ça peut être des missions par exemple de recyclage de matériaux, ça peut être des missions d'aide alimentaire, de distribution de repas, il peut y avoir du jardinage solidaire, il peut y avoir de l'aide aux devoirs, il y a une grande diversité de missions, il y en a environ 800 chaque mois qui sont proposées sur le site de Benenova. Très bien, Alors, merci Sophie. Pardon, voilà. je voulais pas te couper. Non, très bien. Merci de ton aide, Laurent. Alors, je vais reprendre du coup les slides qu'avait préparé Jérémy. Et on a eu le temps d'échanger en quelques minutes avec Jérémy. Peut-être on peut mettre la slide précédente. L'idée, c'est de se dire, évidemment, pour attirer de nouveaux bénévoles, pour répondre à leurs envies, il faut certainement formaliser le cadre pour savoir finalement où est-ce qu'on va quand on se dit j'ai envie de donner de mon temps. C'est important évidemment d'avoir le cadre de l'action dans laquelle on va s'engager, mais pas que. Parce qu'il faut avant tout, et Laurent le redisait en introduction, on parle à des humains, à des gens qui ont envie de s'engager, et il faut d'abord et avant tout entendre ce vers quoi ils souhaitent s'engager. Donc, écouter leurs envies, savoir entendre également quelles sont leurs contraintes, et c'est vraiment dans cette écoute-là qu'on va pouvoir formaliser un cadre qui va permettre finalement à des personnes de s'engager là où elles pensaient qu'il était impossible de le faire. Donc, sur la slide suivante, on va juste dire quelques mots de l'état des lieux du bénévolat aujourd'hui. Donc, selon les études menées et par Recherche et Solidarité et par Lionel Proutot, donc ce qu'on constate dans les chiffres qui vous sont présentés, c'est que le bénévolat régulier tend à diminuer. La crise Covid est passée par là. Ceux qui s'engageaient le plus, qui sont quand même la tranche
des plus de 60 ans étaient fortement impactés par la crise sanitaire. Et donc, on voit que le pourcentage des personnes qui s'engagent régulièrement depuis 2018 diminue et que le bénévolat ponctuel, à l'inverse, augmente de façon assez significative. Pour autant, il faut remettre l'église au milieu du village. On voit quand même que le bénévolat total, le bénévolat régulier, c'est celui qui aujourd'hui permet de réaliser les missions les plus, en plus grand nombre, puisqu'on est à 71% du bénévolat total qui est réalisé lors de missions régulières. Donc, restons modestes et par ailleurs, il est en aucun cas l'idée, c'est absolument pas d'opposer le bénévolat ponctuel au bénévolat régulier, mais plutôt de se dire qu'il y a une complémentarité et un passage possible de l'un à l'autre. C'est ça qui est extrêmement important. Sophie, excuse-moi, est-ce que tu peux nous préciser rapidement comment se fait la complémentarité justement entre les bénévoles ponctuels de Bénénova qui arrivent dans d'autres structures et qui sont en lien avec les réguliers? Oui. Alors, en fait, quand finalement, ce qu'on constate, et notre étude d'impact, la 4e qu'on vient de mener, renforce ce constat, c'est que on passe, un certain nombre de personnes viennent faire des actions chez Bénénova pour tester un certain nombre de missions pour mieux comprendre ce que c'est que le bénévolat, et un certain nombre d'entre eux, quand même 25%, s'engagent de façon plus régulière après. Donc, cette porosité, elle existe véritablement. Des personnes qui s'étaient jamais engagées, et ça correspond à 43% des bénévoles qu'on engage chez Bénénova. Il y a une proportion intéressante, 25% de tous ceux qui s'engagent avec Bénénova qui deviennent des bénévoles réguliers. Donc, il y a vraiment ce passage qui est. Par ailleurs, les bénévoles ponctuels travaillent avec des bénévoles réguliers sur un certain nombre de missions. Ah, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Allô, allô? Ça a bugué 2 minutes, mais on t'a bien entendu. Ouais. Allô? Ouais. Ouais, ça y est, on t'a récupéré. Désolée. Oui, et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu ça, je disais que les missions que nous proposons, les bénévoles qui sont envoyés par Bénénova travaillent souvent, agissent aux côtés de bénévoles réguliers. Les deux sont évidemment tout à fait possibles. Voilà, donc sur cette étude d'impact, ce qui semblait intéressant de relever particulièrement, c'était dans le profil l'âge des bénévoles. On dit traditionnellement que les bénévoles sont plutôt des personnes retraitées. Là, vous voyez que chez Bénénova, la majorité des bénévoles qui s'engagent ont moins de 35 ans. Ils sont par ailleurs, pour presque la moitié d'entre eux, des primo-bénévoles. Donc, on voit bien qu'en proposant un format de bénévolat adapté et en accompagnant les personnes, on peut susciter de nouveaux engagements. Voilà, et par ailleurs, notre étude d'impact, on l'a également réalisée auprès des associations partenaires. Et il y a un chiffre qui est intéressant, il y en a plein qui sont intéressants, mais celui peut-être sur lequel on peut s'arrêter, c'est le 61%, c'est-à-dire que en développant du bénévolat ponctuel, en permettant à de nouvelles personnes de s'engager, on va soulager les équipes régulières de bénévoles, mais aussi de salariés, et permettre aux associations de se développer, donc de développer de nouvelles activités
d'élargir ouais, et donc d'élargir leurs activités et le nombre de bénéficiaires auxquels ils s'adressent. Merci Sophie. On va devoir accélérer un petit peu pour pouvoir laisser la place à tout le monde de parler. Merci Sophie de t'adapter parce qu'on sait que c'est pas évident d'arriver au pied levé et t'adapter à des slides que tu n'as pas préparés. Donc merci beaucoup. Peut-être parce que là on a parlé de plusieurs choses sur Benenova. Il y aura des questions à la fin de toute façon. Et juste peut-être préciser simplement, et je me permets de le faire, que la façon dont sont créées les missions, en fait, Benenova va donc à la rencontre des partenaires, rentre dans les structures, comprend du coup les enjeux de la structure et à partir de là, voit justement la place qu'occupe chacun déjà dans la structure, dont les bénévoles réguliers, et à partir de là, puisse décliner des missions de bénévolat ponctuelles qui viennent bien compléter pour répondre à la question du webinaire. On est bien toujours dans cette approche-là de complément. Est-ce que, Sophie, tu veux rajouter quelque chose ou on peut passer la main à Nassim qui va prendre la suite sur la partie plateforme? Écoute, juste un petit mot sur le cahier des charges peut-être de Benenova. Comme tu viens de le dire, finalement, juste pour rappeler que les actions qui sont proposées par Benenova, elles sont effectivement réfléchies, calibrées avec les associations pour répondre au mieux aux attentes des futurs bénévoles. Donc, on essaye de respecter finalement la promesse qui est faite, c'est-à-dire une durée. Donc ça, c'est la slide suivante, Laurent. Mickaël, je te laisse la passer. Merci. La slide qui s'appelle poser le cadre de l'action et le tenir. Voilà. Donc, c'est très important, en fait, quand on fait la promesse d'une action qui soit de courte durée, qu'elle soit effectivement de courte durée, qu'elle ne nécessite pas des compétences très spécifiques, que le nombre, qu'on ne demande pas 10 bénévoles lorsqu'il y a un besoin finalement de 3, qu'on sache bien expliquer quelle est la mission, faire le bilan à son issue et montrer l'impact de cette mission. Le temps de débriefing est très important pour pouvoir pour que chacun puisse mesurer finalement l'impact de l'action qu'il vient de réaliser. Voilà, j'en finis et je laisse la parole à Nassim. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Non, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Nassim, la parole est à toi. Super, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous qui nous ont rejoints entre-temps et qui ne m'ont pas encore vu me présenter. Donc, je m'appelle Nassim, je travaille pour un service public qui s'appelle jevaider.gouv.fr et un autre qui s'appelle l'API Engagement. J'en parlerai vite fait à la fin de mon intervention pour que vous y voyez un peu plus clair sur les articulations entre différents dispositifs numériques d'engagement. Et c'est pas mal que Sophie ait parlé du cadre des missions par la suite parce que moi, en fait, si vous voulez, sur les plateformes d'engagement d'un point de vue en tout cas numérique, ou même toutes les actions d'intermédiation entre des associations et des bénévoles. L'idée, c'est qu'en amont, il faut vraiment mettre le cadre. Moi, je ne vais pas forcément développer tout ça parce que ça a été fait et je pense qu'il y a d'autres acteurs comme Benenova qui sont très bons là-dedans et dont c'est le savoir-faire principal. Moi, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il faut pour une annonce qui déchire. Donc, une annonce de bénévolat ou même de volontariat de service civique. Enfin, en tout cas, une annonce qui va vous permettre de capter l'attention et à un moment donné, de faire en sorte que les gens vous voient, comprennent les enjeux et les besoins que vous avez et se disent est-ce que cette mission est faite pour moi et de voir si on va aller plus loin. Mickaël, merci beaucoup. Donc rapidement, pour vous expliquer un petit peu, il y a un élément que je tiens à préciser. Aujourd'hui, voilà, Laurent a parlé des plateformes d'engagement. On peut voir de manière globale dans l'organisation de la société, pour le dire comme ça, il y a tout un tas de services qui se développent sous forme de plateformes numériques. D'une part parce que ça permet d'autonomiser pas mal les gens, qui peut être intéressant. Ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite.
On peut parler de tout le fait de faire des économies, etc. Mais je n'irai pas forcément là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut dire plein de choses par rapport à ça et il y a des choses malheureuses également. Mais je vais me concentrer sur les bonnes pratiques de cette économie de plateforme et comment on peut récupérer ce qui est de positif pour avoir un maximum d'impact dans notre écosystème dans le monde associatif. Et donc, rapidement, non, je reviens, on reste encore avant. Donc, jevaider.gouv.fr qui était service public de l'engagement. Donc, il y a des politiques publiques d'engagement. On connaît le service civique. Là, il y a le service national universel qui se développe depuis quelques temps. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un dispositif public qui met en relation des personnes qui veulent s'engager et des organisations publiques, associatives et collectivités territoriales qui recrutent des bénévoles. Donc là, un peu comme le bon coin du bénévolat finalement. En fait, on va récupérer toutes les bonnes pratiques, comme je vous le disais avant, pour pouvoir faire en sorte de créer du dynamisme et de l'engagement. Aujourd'hui, c'est 400 000 bénévoles qui sont inscrits sur la plateforme. Et pour vous donner 2-3 éléments de fonctionnement, pour vous montrer qu'il y a bien des gens derrière une plateforme numérique, il n'y a pas que des robots et des algorithmes, il y a bien des personnes qui réalisent tout un tas de travail qu'on ne voit pas forcément derrière la machine. Mais du coup, on a une équipe qui fait ce qu'on appelle du marketing relationnel, qui va réaliser des campagnes email tous les mois, donc 1 à 400 000 personnes pour mettre en avant quelques types de missions, par exemple des missions du programme Réaction de Make Sense ou d'autres associations. Je pense à APF France Handicap Évasion qui est peut-être là parmi nous aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant et de créer finalement de l'interaction avec ces missions de bénévolat. Et on va refaire la même chose une deuxième fois dans le mois au niveau départemental. Donc, ça veut dire que des personnes vont recevoir cette fois-ci des missions qui correspondent à leur zone géographique en fonction des besoins des associations également. On va avoir du référencement en ligne. Donc, ça veut dire qu'on a rédigé pas mal de contenu sur l'arborescence du site Internet qui fait que lorsque les gens font des recherches sur du bénévolat, eh ben, les missions de bénévolat des associations inscrites puissent remonter également. On va également réaliser des partenariats, on va faire des campagnes emailing avec certains acteurs. On a travaillé par exemple avec le Crous qui envoie régulièrement des missions d'engagement ou via les sites Internet qui permettent de mettre en avant le bénévolat ou l'engagement. Et puis, on va faire un petit peu de publicité en ligne. On n'a pas des budgets com extraordinaires, même si on a un service public. Donc, on va réaliser quelques actions de ce qu'on appelle des Google AdWords. Donc, c'est les premiers éléments de résultats que vous voyez lorsque vous faites une recherche Google. Et donc là, on va jouer sur des mots-clés très précis pour pouvoir faire en sorte d'amener les gens sur le site Internet. Bon, ça vous donne juste des éléments génériques sur ce qu'on peut faire en termes d'action. Là, je vais rentrer dans le détail des bonnes pratiques de publication de mission. Merci, Mickaël. Donc, il y a un élément qu'on apprend dans les écoles de com ou qu'on peut apprendre aujourd'hui lorsqu'on fait du marketing digital. C'est un modèle, c'est une super copine. C'est la meilleure copine que vous allez avoir aujourd'hui pour faire des posts LinkedIn, des posts Facebook, des annonces de bénévolat, des annonces de ce que vous voulez. C'est une copine qui s'appelle AIDA, A-I-D-A. AIDA comme attention, intérêt, désir et action. En gros, c'est un modèle qui permet de rédiger un contenu pour pouvoir capter l'attention des gens, susciter de l'intérêt, créer du désir et les amener à agir. Et du coup, l'idée, c'est que sur une mission de bénévolat, on ait un message qui attire l'attention avec un message fort. Donc, moi, quand je fais des posts LinkedIn, pour celles et ceux qui me suivent, j'essaie de trouver non, mais en fait, je vais prendre l'exemple de Laurent qui dit sur un post LinkedIn bleu blanc zèbre, le bénévolat ponctuel va remplacer le bénévolat régulier. Et on capte l'attention, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il faut que je regarde ce qui va se passer, parce que sinon, je vais rater quelque chose. Donc, c'est un peu l'idée. Ensuite, on va créer de l'intérêt avec une particularité, une expertise. Donc, avec Make Sense, jevaider.gouv.fr et Benenova, on va organiser un webinaire. OK, d'accord, on va parler de tout ça. Et là, on va détailler, on va créer du désir sur concrètement, qu'est-ce qu'on va y trouver à ce moment-là. Et à la fin, c'est ce qu'on appelle un call to action en anglais. Donc, c'est un appel à action. Donc, ça va être soit une donation, soit un engagement. Donc, je vais m'inscrire à la mission, soit je m'inscris au webinaire, etc., etc. Merci, Mickaël. Donc là, je vais vous prendre l'exemple d'une fiche mission avec les bonnes pratiques de rédaction. Donc, juste avant, c'était la généralité. Et là, concrètement, par rapport à une fiche mission. Donc, en fait, il s'avère que nous, on voit des centaines, des milliers de missions de bénévolat qui transitent tous les jours à travers la plateforme. Et on a fait énormément de tests pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et donc, sur notre plateforme, on a pris le parti pris de
de rédiger un titre de mission qui va s'écrire comme une phrase. Je, plus verbe, plus complément. Parce qu'il s'avère que la personne, lorsqu'elle écrit ça de cette manière-là, elle se projette directement dans la mission. Donc, nous, on ne dit pas qu'il faut faire comme ça tout le temps et partout. Néanmoins, c'est la charte que nous, on a utilisée sur notre service. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous pensez le titre, on voit souvent des missions de bénévolat, peu importe le service, où il y a écrit bénévole administratif ou accueil bénéficiaire ou bénévolat accueil. En fait, ça, c'est cool entre nous parce qu'on sait de quoi on parle. On sait, moi, j'ai fait du bénévolat, de l'accueil, j'ai fait des maraudes, on a fait plein de choses. Et donc, on sait globalement de quoi il s'agit. Mais après, aujourd'hui, on est en train, grâce aux plateformes, de toucher un public qui n'est pas forcément expert du bénévolat ou qui ne connaît pas tout. Donc, l'idée, c'est de vulgariser, si je puis dire, un petit peu le contenu de la mission en quelques secondes via un titre qui est accrocheur et qui est clair. Dans quoi je m'embarque en cliquant sur cette mission. Ensuite, il y a un élément qui est assez important, c'est d'avoir un premier bloc avec des informations exhaustives. Les objectifs de la mission, dans quel contexte on intervient, peut-être le cadre associatif global, mais juste pour avoir un petit peu une direction et savoir si vraiment on a envie d'aller plus loin. Parce que si vous rentrez trop vite dans le sujet tout de suite, en fait, vous perdez la personne. Il faut juste mettre un cadre en 2-3 lignes de là où on va à peu près. C'est comme si vous demandez le chemin à quelqu'un ou quoi. La personne, elle ne sait pas forcément, mais elle va vous dire, bon, bah, en fait, effectivement, il faut aller un peu plus vers la droite ou vers la gauche. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je vais vous perdre, mais allez plus ou moins par là. Après, il y a un élément qui est aussi important, c'est des phrases courtes et claires. Ça paraît un peu bête, je dirais, mais je vois beaucoup des gros pavés sans ponctuation, avec très peu de syntaxe. Enfin, vraiment, il faut revenir au niveau, je dirais même primaire. C'est comme si on parlait à quelqu'un avec des phrases simples, pas de jargon associatif, surtout dans certains secteurs. Si on parle des personnes exilées, si on parle de cadres où on est avec des familles en détresse ou des personnes en victimes d'inégalités très, très fortes, on va avoir tendance à utiliser des jargons qui ne correspondent pas forcément à des bénévoles qui ne savent pas. Donc, des phrases courtes et claires et une mise en page fluide pour avoir une lecture finalement qui glisse, quoi. Donc, préciser le contexte, les objectifs, les tâches, les points d'intention et les contre-indications. Donc, ça, c'est des éléments qui vont être pour moi très, très, très importants parce qu'on n'est pas dans l'interaction humaine directe. On dit souvent, ouais, des plateformes, il n'y a pas de contact humain. Effectivement, a priori, on parle à un robot, mais l'idée, c'est que c'est une fiche qui nous permet d'y voir un peu plus clair avant de créer le contact humain. Et comme on n'a pas ce contact humain tout de suite avec la chaleur qu'on peut avoir lorsqu'on ouvre le bureau de notre association parce qu'il y a un passant qui est ici, l'idée, c'est justement de lui créer cette appétence-là via la fiche mission. Et du coup, si vous avez des missions avec des exigences, n'hésitez pas à les mettre. Ça, c'est un élément qui est contre-intuitif, mais on a tendance parfois à avoir des fiches missions qui sont très larges pour être sûr de capter un peu le bénévole à un moment donné. Et s'il ne répond pas forcément à la mission, on le récupère pour une autre mission. Mais n'hésitez pas à le préciser que si vous avez besoin de quelqu'un absolument une fois par semaine, le samedi après-midi, bah, écrivez-le comme ça. Si vous avez besoin d'avoir quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a déjà une expérience sur du contact avec des personnes exilées, bah, mettez-le. Parce qu'en fait, si vous voulez trop ouvrir le champ des possibles, bah, vous risquez de créer de la déception auprès des bénévoles qui viennent vous voir. Et du coup, ben, ça vous fait beaucoup de temps de travail parce que vous avez traité, par exemple, 50 demandes et au final, vous allez en retenir que 2. Et donc, il faut mieux peut-être soit dupliquer les missions, soit mettre des missions précises, mais vous savez où vous voulez aller et ça permet aux bénévoles de savoir où ils vont également. Et donc, ça, c'est un élément clé pour moi dans la rédaction des contenus de la mission. Nassim, où est-ce qu'on peut retrouver ces conseils-là? Parce que je vois, il y a des questions qui se posent là-dessus. Ouais. Quand on va sur le site JVD, il y a déjà des templates, des modèles qui existent. Oui, c'est ça. Alors, nous, on a développé des modèles. Merci de le préciser, Laurent. J'avais complètement oublié de pouvoir mettre en avant ça. Donc, nous, on a développé tout un tas de modèles sur des missions qui reviennent assez régulièrement. Et donc, ça permet juste d'avoir des éléments de base. Et après, vous complétez dans des éléments de précision vous concernant votre association et votre mission. Après, j'avoue que je n'ai pas encore de contenu fiche A4 avec toutes ces bonnes pratiques. En général, on les partage comme ça un peu au fil de l'eau et lors des webinaires que l'on organise régulièrement pour les associations qui s'inscrivent. Rapidement, parce que là, ça va être finalement, une fois qu'on a capté l'attention et que la personne a bien comprend la mission et qu'elle pense qu'elle lui correspond, donc elle va cliquer. Le bénévole ou la bénévole est arrivé sur la mission et s'est inscrit, elle a cliqué sur la mission.
mais c'est valable aussi lorsque la personne vous appelle directement ou lorsqu'elle vient au bureau associatif. Donc là, aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Il y a des choses positives, des choses négatives. Malheureusement, on est sursollicité tout le temps, notamment depuis le confinement avec la digitalisation, les webinaires, les visios, etc. Ça n'arrête pas. Cependant, du coup, les gens attendent que vous soyez réactif également parce que tous les autres modes tous les autres comportements amènent à cette réactivité-là. Donc, il faut trouver une méthode chez vous, dans votre organisation, pour pouvoir répondre assez rapidement. Ça ne veut pas dire dans la seconde, mais au moins dans la journée, le lendemain ou le surlendemain, grand maximum, pour pouvoir être sûr de convertir. C'est-à-dire, une fois que la personne vous a appelé, vous êtes sûr de pouvoir finalement aller vers la deuxième étape, qui est l'échange téléphonique, mail, téléphone. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un premier SMS, un premier mail, un premier appel téléphonique juste pour dire « Allô, on a bien reçu votre contact, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prévoir un temps d'échange ?» Et donc là, on réalise une deuxième étape. Cette fois-ci, on peut inviter les gens à une réunion d'information, on peut faire un rendez-vous en one-to-one, c'est-à-dire en particulier pour être sûr d'amener la personne à y voir plus clair. Mais cet appel-là, ce premier contact, permet juste de qualifier finalement la demande et savoir un peu où on va amener cette personne. Une fois que le temps d'échange est prévu, c'est l'occasion de préciser le cadre et le contexte associatif un peu plus en détail. C'est ce que expliquait tout à l'heure Sophie dans le cadre de Benenova, et c'est ce qu'il faut faire. Et une fois que la personne est intégrée, a fait peut-être une première action de bénévolat, parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des gens qui veulent tester, faire une première action, faire un premier contact, avoir une première occasion finalement de vous découvrir. Et une fois que c'est fait, amener la personne avec un bon accueil, un accueil qui est clair pour savoir un petit peu qui est qui dans l'association, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à amener de la formation. Moi, en tant que bénévole, depuis 11 ans, je suis bénévole, j'ai à plusieurs reprises été embarqué un peu comme ça à l'arrache. Et en fait, c'est cool quand on est dynamique, etc. Mais souvent, on est un peu déçu parce qu'on s'attend, entre guillemets, je dirais, à être chouchouté. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être là tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps, on sait, quand il y a des trucs à faire, ça va vite. Mais juste un minimum qui permet d'amener la personne à juste se dire « Ah oui, c'est normal que ça se passe comme ça, parce que derrière, on va me proposer ça, et derrière, j'irai plus loin, etc. etc. » Voilà, je crois que j'ai fini sur cette partie. Je ne vais pas durer plus longtemps. Je vous explique juste en 2 secondes que dans le cadre des dispositifs publics d'engagement, on est en train de développer ce qu'on appelle une API. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une interface numérique qui permet d'interconnecter tout plein de plateformes numériques. Et l'idée, c'est de créer des ponts entre les différentes plateformes numériques qui existent. C'est ce qu'on fait notamment avec Benenova, avec Make Sense, avec des plateformes comme Bénévolte, France Bénévolat, les plateformes territoriales, celles de Lille, Bordeaux, etc. etc. L'idée, c'est de créer finalement des parcours utilisateurs en ligne pour qu'une personne qui arrive par un canal se retrouve sur une autre plateforme et éviter de multiplier la publication de missions pour les associations. Donc, on sait que c'est très chronophage de publier un peu partout pour avoir des bénévoles partout. Et là, on est en train de développer un service public numérique avec tout l'écosystème numérique de l'engagement pour justement augmenter le trafic, c'est-à-dire les bénévoles qui arrivent sur vos plateformes et sur vos missions au final. Tout ça dans un cadre très clair. Vous y verrez beaucoup plus clair dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on va commencer à communiquer pour en parler un peu plus. Merci beaucoup, Nassim, pour toutes ces informations. Et je pense que ça donnera lieu derrière aussi à d'autres questions. Je le redisais, on vous redonnera les contacts de toute manière dans la synthèse qu'on vous enverra demain. Et puis, il y a une partie des questions auxquelles tu as répondu en plus en cours, Nassim, donc parfait. Et Lorraine, il est temps pour toi de nous parler un petit peu communauté, de mettre des mots concrets derrière cette notion-là. Super, merci beaucoup Laurent, merci Nassim, Sophie pour ces échanges. Du coup, pour remettre un petit peu tout, par rapport à ce qui s'est dit depuis ce matin, donc on a parlé un petit peu de comment formuler des offres de bénévolat qui sont attractives, qui donnent envie aux gens de s'engager. On a parlé un petit peu d'opportunités de bénévolat ponctuelles avec Benenova qui propose ces modes d'engagement. Donc, c'est aussi les réflexions qu'on peut avoir en ce moment pour des associations qui se posent ces questions, c'est se dire, en fait, c'est important d'accueillir ces nouvelles envies de bénévolat et de mettre en place au sein de son association des moyens pour les gens de s'engager ponctuellement pour découvrir un petit peu le mode d'engagement. Et moi, je finis en vous parlant de, en fait, une fois que la personne est peut-être venue pour la première fois, comment est-ce qu'on va faire pour garder cette personne et la fidéliser? Parce que comme on le dit depuis le début, par rapport à ce titre de webinaire un peu racoleur, comme on disait, pour nous,
ce qu'on pense, c'est que le bénévolat ponctuel, c'est un moyen pour les gens de pouvoir tester des modes d'action, de pouvoir tester des engagements. Mais on est convaincu que c'est aussi un moyen pour les garder en fait à long terme, qui viennent tester une fois, et que tout l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser au sein de son asso. Donc 2 mots sur Make Sense. Donc moi je travaille chez Make Sense depuis à peu près 5 ans et demi. Je veux bien que tu reviennes avant parce que là sinon on va pas trop comprendre. Make Sense, c'est une organisation internationale qui existe depuis 11 ans maintenant, et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déclencher le passage à l'action du plus grand nombre, et pour ça, ce qu'on veut faire, c'est vraiment outiller, accompagner toutes les personnes qui ont envie de s'engager mais qui ne savent pas trop comment le faire, à le faire. On sait que ce n'est pas toujours évident quand on ne s'est jamais engagé de le faire pour la première fois. Ça peut être un peu intimidant, on peut se dire qu'on n'est pas capable, ou enfin voilà, qu'on sait, on ne sait pas trop. Nous, on a vocation à pouvoir aider ces personnes qui ont envie de s'engager d'une certaine manière, en transformant leur boîte, en changeant de job. On a une plateforme de job à impact, enfin voilà, et on a des programmes pour des événements pour des bénévoles. On se voit un peu comme le pôle emploi de l'engagement. Et l'idée derrière, c'est que les gens ils viennent pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser sur des causes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est super important pour les gens de pouvoir tester des modes d'action. On n'a pas tous envie de s'engager de la même manière sur la même thématique. Si je prends juste le sans-abrisme aujourd'hui, certaines personnes vont être super partants à l'idée d'aller faire des maraudes, d'autres à l'idée de faire des distributions alimentaires, d'autres d'aller faire des chorales avec des personnes sans-abri avec la cloche, mais d'autres aussi de juste faire une formation pour comprendre comment est-ce que je peux engager la discussion avec la personne sans-abri que je vois en bas de chez moi tous les matins. Et donc, tout ça, c'est différents modes d'action sur une même thématique qui nous tient à cœur, mais qui correspond à différentes envies et différentes appétences. Et du coup, par rapport à ça, en fait, tout l'enjeu, c'est aussi de comprendre comment, au sein de son association, on peut créer une ambiance qui permette aux gens d'avoir envie de rester. Du coup, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Et pour commencer, je voulais vous partager, moi, c'est un petit souvenir de Make Sense. C'est un des premiers événements auxquels j'ai participé chez Make Sense. C'est un Sense Camp, c'est un week-end entier de bénévoles et de gens qui ne connaissent pas Make Sense, 200 personnes, pour s'inspirer, avoir des speakers inspirants qui viennent parler d'une thématique, pour avoir des ateliers d'intelligence collective, pour faire la fête, parce que le samedi soir, il y a toujours un petit temps de fête. Et moi, c'était une des premières fois que je participais à un événement bénévole avec Make Sense. Et en participant à ce week-end-là, je me suis sentie super accueillie. Il y avait une ambiance presque familiale pour les gens qui étaient là pour la première fois, mais aussi pour des bénévoles qui venaient de toute l'Europe pour se rencontrer et pour dans la vraie vie. Et donc, c'est un peu un rituel. C'est quelque chose qui est mis en place chez Make Sense régulièrement, des bénévoles qui organisent tout un week-end de Make Sense pour se retrouver. Et ces rituels, aujourd'hui, ils sont super importants au sein des communautés Make Sense. Et moi, chez Make Sense, ce que j'ai fait pendant 4 ans, c'est que j'ai animé ces communautés, je les ai aidées à se structurer. Et pour ça, je suis allée beaucoup à la rencontre des bénévoles sur le terrain pour comprendre comment les aider à recruter, à se structurer, etc. Et ce qui en est ressorti, c'était que en fait, on a essayé d'abord de comprendre, et je veux bien que tu passes à la slide d'après, pourquoi est-ce que les bénévoles ils s'engagent aujourd'hui. Alors ça, c'est une liste non exhaustive, il y a plein de raisons différentes, mais d'abord, c'est pour se sentir utile, c'est pour sentir un rapport d'utilité par rapport à la cause sur laquelle je m'engage, mais c'est aussi pour, dans l'utilité, c'est aussi me sentir valorisé et pris en compte, écouté par mes pairs, par l'association de manière générale. C'est aussi pour créer des connexions avec des gens qui partagent à la fois mes valeurs, mes questionnements, pardon, et passer des bons moments. Et la convivialité, c'est super important dans le bénévolat parce que les sujets qu'on traite, ils peuvent être lourds. C'est pas évident, franchement, les sujets de crise climatique, de solidarité, d'exclusion qui explosent, etc. Mais c'est pas parce que les sujets qu'on traite, ils sont lourds qu'il faut les traiter de manière lourde. Les gens dans le bénévolat, ils ont aussi envie de s'amuser. Ils ont aussi envie de passer du bon moment et c'est ça qui va les faire rester et revenir surtout. Et dernière chose, c'est la montée en compétences. On a aussi envie d'apprendre de nouvelles choses sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. On a envie de développer des compétences qui peuvent nous servir dans la vie pro ou dans la vie perso. Voilà. Après, il y a plein d'autres raisons. Ça peut être aussi pour avoir une image positive de nous-mêmes, qu'on fait du bénévolat. Enfin, bon, il y a plein d'autres raisons. Moi, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que quand vous pensez au rituel que vous allez pouvoir proposer à vos bénévoles, il faut que tous ces objectifs de pourquoi est-ce que les bénévoles ils s'engagent, ils s'inscrivent aussi et ils soient présents dans les rituels que vous allez leur proposer. Et du coup, là, je vous ai mis quelques exemples de rituels que vous pouvez mettre en place dans votre association pour justement permettre aux gens de créer du lien,
pour permettre aux gens d'apprendre sur les thématiques qui leur tiennent à cœur ou d'autres. Et donc, du coup, voilà, par exemple, les objectifs, j'en ai mis 3 pour des rituels et avec des petits exemples. Un objectif d'un rituel, ça peut être de tisser du lien entre les bénévoles, comme je le disais. Donc là, c'est de générer un peu du fun, de la convivialité et de permettre aux gens de pouvoir se rencontrer et de tisser du lien. Ça peut être un apéro mensuel si vous êtes dans une ville vraiment géographiquement. Les gens se retrouvent pour juste boire un coup, tisser du lien, passer un bon moment. Chez Make Sense, on dit beaucoup, ça marche quand les gens ils deviennent potes. Les groupes, les noyaux durs de bénévoles dans une ville, ça fonctionne et ils restent sur le long terme quand en fait aussi ça devient un groupe de personnes qui prennent du plaisir à faire les choses ensemble. Ça peut être aller faire des activités comme des randos, des pique-niques, même entendu des gens qui se disaient nous on va faire des concerts, etc. Les rituels, je pense qu'ils sont super importants pour fidéliser quand il y a cette envie aussi cet objectif qui est affiché de célébrer. J'entends beaucoup d'assos qui me disent que c'est compliqué en ce moment parce que les enjeux n'avancent pas, les politiques n'avancent pas sur des sujets comme le féminisme ou d'autres et que certains militants ou certains bénévoles sont un peu désabusés et du coup se désengagent. Un moyen de garder aussi, c'est de juste faire prendre conscience aux gens qu'ils ont peut-être fait une petite action dans leur coin, mais qu'en fait, c'est l'impact cumulé de toutes les personnes dans toute la France qui fait que les choses avancent et les choses bougent. Et du coup, souvent, on sous-estime l'importance de dire bravo ou juste de créer les espaces pour que les gens prennent conscience qu'ils sont peut-être parfois ils ont l'impression d'être un grain de sable dans la machine, mais que en fait c'est grâce à tout leur impact cumulé que les choses avancent et qu'on peut être fier en fait de ce qui s'est passé au sein de l'association. Et donc faire un petit appel, on faisait ça il y a 2 semaines avec une trentaine de bénévoles qui ont fait des interventions dans des écoles pour sensibiliser des jeunes sur l'engagement. Ils étaient 15, on était connectés et on a juste célébré, on leur a juste dit bravo. Vous vous rendez compte, grâce à vous, il y a 3000 jeunes qui ont été sensibilisés et ils étaient super fiers, super contents. Ils partageaient des témoignages, limite avec des larmes aux yeux. Enfin bref, c'était super beau. Mais juste de prendre ce petit temps pour que tout le monde se rende compte de ce qui se passe au sein de l'association et en soit fier en fait. Et aussi soit fier de parler de ça autour d'eux. Et enfin, ça peut être aussi des rituels pour se partager les bonnes pratiques, échanger ce qui fonctionne sur son territoire, vous déchargez vous, qui sont des responsables associatifs aussi, et parfois créer des espaces pour que Lille et Nantes et Marseille ils partagent un petit peu ce qui se passe dans les différentes villes et ce qu'ils pourraient créer demain, et que ça crée de l'enthousiasme aussi, de se dire on va répliquer quelque chose qui s'est passé ailleurs et qui a bien fonctionné, et justement qui va faire grandir l'association. Et donc ça peut être des journées nationales. Je sais qu'Action contre la faim, qu'on est en train d'accompagner, ils ont fait samedi leur grande journée nationale avec tous les bénévoles qui font venir de toute la France pour tisser du lien, mais aussi pour se partager les choses qui fonctionnent et pour améliorer les parcours d'accueil, par exemple. Là, c'était leur gros sujet, améliorer la manière dont on accueille les nouveaux bénévoles. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Ce dont il faut bien prendre conscience dans tous ces enjeux du bénévolat ponctuel, régulier, etc., c'est que ces rituels, vous n'allez pas les proposer de la même manière à des gens qui débarquent pour la première fois et à des gens qui sont là depuis longtemps. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait passer des gens qui viennent d'arriver au niveau 2 de moi aussi je vais organiser une action, au niveau 3, non je veux bien que tu reviennes, reste à la slide d'avant, au niveau 3, donc nous chez Make Sense on a essayé de formaliser un petit peu ces cercles concentriques en se disant que pour nous, par exemple, le niveau 1, c'était les gens qui venaient participer à nos programmes ou participer à nos événements. Le niveau 2, c'était les gens qui eux-mêmes animaient des promos au sein de nos programmes. Et le niveau 3, c'était vraiment nos noyaux durs de bénévoles, ceux qui sont là et qui sont fidèles et qui restent sur le long terme depuis plus de 2 ans, 3 ans, etc. Et donc, pour chaque cercle, en fait, les rituels ne sont pas les mêmes. Et surtout, on ne va pas dire à quelqu'un qui arrive pour la première fois, en fait, viens et tu peux devenir noyau dur de chez Make Sense. Et ça veut dire à peu près entre 5 et 10 heures par semaine. Ça veut dire organiser 5 événements dans ta ville, etc. Non, on va y aller petit à petit. On va lui dire progressivement ce qu'il peut faire pour monter juste la petite marche supérieure de son engagement et pas lui faire peur sur, deviens demain délégué régional d'une ville. Voilà. Donc, du coup, on essaye de aussi progressivement leur dire ce qu'ils peuvent faire au fur et à mesure au sein de l'association pour qu'au moment où on leur propose de rester, de faire partie du noyau dur, ils se sentent légitimes, ils se sentent capables, ils ont compris l'ADN de l'association, ils ont fait des premières choses avec nous et là, ils ont envie de contribuer et de rester. Et donc, dernière slide, donc, avec plein de partenaires dont je veux aider et d'autres, on a lancé Réaction, qui est un programme d'engagement au tout début du confinement et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Réaction, c'est quoi? C'est un programme de 2 semaines qu'on peut faire en tant que participant pour comprendre comment s'engager sur une thématique. On en revient à ce que je disais tout au début. Tester différents modes d'action sur une thématique, donc le climat, la solidarité, etc. Et en fait, c'est des petites promos de 15 personnes
qui sont animés par qu'on appelle des mobilisateurs, qui sont vraiment là pour accompagner le groupe dans le passage à l'action. Et donc, du coup, sur Réaction, il y a 3 niveaux. On peut participer pendant 2 semaines au programme. On peut animer soi-même un programme et dans ce cas-là, on a une formation, on est accompagné par les équipes de Make Sense. Et le niveau 3, c'est les super mobilisateurs, c'est les coordinateurs du programme qui s'engagent avec nous pour un mandat de 6 mois à 1 an, qui vont pouvoir renouveler. Mais donc, du coup, les rituels sont propres à chaque niveau de bénévolat. Mais on a besoin des super mobilisateurs, donc de ces gens qui s'engagent sur le long terme pour que tout se passe bien et que les participants aient une expérience de qualité, que les mobilisateurs soient bien accueillis et formés, etc. Voilà, donc c'était juste un petit peu pour vous donner des exemples de comment est-ce qu'on fait les choses chez Make Sense, mais aussi vous dire ces rituels qui sont souvent des choses où on se dit « Oh là là, j'ai pas le temps, je suis pressée, etc. » En fait, parfois, c'est ça qui fait le lien entre tous vos bénévoles et qui leur donne envie de rester au long terme. Et voilà, donc mettez en place ce genre de rituel aussi pour garder vos bénévoles et testez-les petit à petit avec les bénévoles pour voir de quoi ils ont envie et comment est-ce qu'on peut… n'hésitez pas à co-construire avec vos bénévoles parce que ça sera d'autant plus pertinent pour eux. Voilà pour moi. Trop chouette. Merci beaucoup, Lorraine. C'était là aussi passionnant. Et en fait, c'est intéressant parce que sur les 3 interventions, il y a des éléments quand même communs qu'on retrouve. C'est un cadre clair de pouvoir dire aux gens où s'engager et quand. Voilà, quels sont les rôles précis. Il y a la question du sens qui revient systématiquement et de l'impact de pourquoi je fais les choses. Et puis la question des rituels, effectivement, qui permettent aux gens de se repérer aussi, de se retrouver, etc., etc. Donc, super chouette, merci beaucoup. Et ce que je propose maintenant, c'est que il y a eu plusieurs questions dans le chat. Et donc, là, je vais proposer à Marc de All of Change de poser en direct la question que tu as posée, s'il te plaît. Ce sera plus sympa. Trop sympa. Bonjour à tous, merci beaucoup pour tous ces échanges. Alors, très rapidement, allofchange.fr, je l'ai monté il y a à peu près 2 ans. Et on est exactement dans cette thématique d'aider les assos locales à se développer en mobilisant des bénévoles ponctuels parce que c'est ce qui est le plus attractif et ce qui permet d'accroître les opportunités. Donc, on est sur du bénévolat de coup de main, mais aussi de compétences. Donc, c'est une mission éphémère et comment des groupes d'étudiants peuvent s'inscrire et aider sur des missions vraiment de compétences d'informatique, de data, de com digital, etc. Et en fait, je rencontre, ma grande surprise, beaucoup de freins de beaucoup d'associations sur se tourner vers ce mode justement d'accueillir des nouveaux bénévoles, d'ailleurs jeunes et ponctuels, parce qu'il y a toujours cette attente-là derrière, on veut les recruter et on veut qu'ils restent chez nous, etc. Donc, c'est un vrai chemin de croix pour moi. Et c'est une question, du coup, savoir comment vous l'adressez. Et je pense que c'est un travail de longue haleine et de tout un réseau, en fait, de conduite du changement. Alors, excuse-moi, Marc, merci pour ta question. Et en fait, il y en a une autre que tu avais posée plutôt pour le coup pour Nassim, qui était le taux de réponse sur Je veux aider. Et comme ça, on Yes, peut effectivement répondre exactement. Et après à celle-ci. et carrément, et le deuxième point hyper important pour moi, c'est très difficile pour un citoyen lambda qui ne connaît pas l'associatif de s'engager. C'est très long de trouver une mission, voilà, etc. Et il y a beaucoup d'insatisfaction derrière parce que beaucoup de plateformes sont que des plateformes et les personnes n'obtiennent pas de réponse derrière. Donc, ça tue leur motivation première qui est je veux me sentir utile, je veux aider. Mais là, vous mettez 3 semaines, 1 mois à me répondre, vous avez juste l'impression que vous n'avez pas besoin de moi. Et donc, c'était la question, comment vous faites sur Je veux aider pour essayer d'améliorer au maximum ce taux de réponse, quoi. Merci beaucoup, Marc, pour cette question, je dirais plus que pertinente. Alors, moi, je ne vais pas te donner de réponse précise parce que je ne l'ai pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui vont jouer. J'ai vu une autre personne qui avait commenté dans le chat en disant sur la plateforme, il y a des bénévoles qui répondent jamais, etc. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des associations qui, d'un côté, nous disent les bénévoles ne répondent jamais. Enfin, je caricature un peu parce que ça dépend. Et de l'autre côté, les associations ne nous répondent pas. Et en fait, c'est assez drôle quand on commence à fouiller un peu. C'est un dédale
pas possible d'essayer de comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais il y a différents éléments, en tout cas, qui peuvent jouer là-dedans. Il y aura le fait que les économies de plateforme ou les comportements en lien avec les plateformes numériques et qui s'apparentent finalement à des modes de consommation, finalement. Ça, on peut expliquer, développer là-dessus largement. Je fais un clin d'œil à Stéphanie qui, à plusieurs reprises, a commenté autour de ce sujet-là sur LinkedIn lorsqu'on a parlé de ce webinaire. Mais aujourd'hui, on a des comportements. Moi, j'ai travaillé avec une ancienne de mes profs de master sur des cours à des gens en marketing et en communication sur ce qu'on appelle le marketing social. Donc, comment on utilise les fondamentaux, les bases du marketing pour changer les comportements, notamment dans le cadre de consommation responsable. Et en fait, malheureusement, les usages que l'on va retrouver dans la société, on va les retrouver sur pas mal de sujets, et notamment cette logique d'aller butiner un peu partout pour essayer d'avoir ce qu'on veut. On va également le retrouver dans la sphère de l'engagement et même en dehors des plateformes de bénévolat. Je prends un exemple. J'organisais il y a quelques années des soirées networking autour du développement durable. Et en fait, moi, j'étais en master, je voulais un peu rencontrer du monde et tout dans le secteur qui n'était pas, le secteur impact n'était pas comme celui qu'on a aujourd'hui en 2014-2015, même si dans les microcosmes, il était quand même assez actif, mais il ne savait pas ce truc un peu grand public qu'on a aujourd'hui. Et ben en fait, on va voir les gens qui butinent à tous les événements, partout. Et en fait, je dirais que les économies de plateforme ont exacerbé ces éléments-là. La digitalisation, les réseaux sociaux qui explosent et qui booment ont exacerbé ces comportements, mais ils ne les ont pas forcément créés. Bon, je pense qu'on peut aller même plus loin. Je ne suis pas sociologue, je ne travaille pas dans les neurosciences, mais c'est les comportements qu'on remarque nous. Et en fait, dans tout l'écosystème dans lequel on est, pour le développement de services publics numériques, il y a plein de gens qui ont travaillé dans des grosses startups de plateformes, etc. Moi, j'ai des collègues qui ont travaillé dans des grosses startups, et c'est des choses qu'on retrouve finalement, que ce soit La Fourchette, que ce soit, je ne sais pas moi, TripAdvisor, Google, et du coup, je vous donne tout ça, pas pour vous donner des éléments de réponse très précis, mais plus pour vous donner un cadre dans le sens où ça fait partie d'un tout. Et une fois que ça s'est dit, on va retrouver derrière des taux de transformation et des taux de réponse entre 10 et 50-60% selon les missions. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir le même attendu lorsqu'on a une mission qui est publiée sur une plateforme où on demande à être disponible 2-3 jours par semaine pour aller faire de l'accompagnement de personnes isolées. Je pense notamment à Anne qui pour Bebop, où c'est leur métier de travailler là-dessus, par exemple, et on a besoin de personnes avec énormément d'écoute, d'empathie, des fois, quand on est en milieu rural, de devoir prendre sa voiture et de se déplacer. Donc, il y a un niveau d'exigence, entre guillemets, ou un niveau d'attente sur l'engagement de la personne qui est assez important, assez élevé. Je ne parle même pas du bénévolat de compétences ou de direction au niveau associatif, là, c'est encore plus important. Et du bénévolat, je dirais, ponctuel sur de la collecte alimentaire pendant 2 heures, une fois dans l'année, etc., etc. Du coup, c'est difficile de comparer tout ça. Par contre, ce qui est intéressant à dire dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est comment on fait pour convertir par petites étapes en fait, et aller plus loin dans la relation. Et c'est exactement ce que racontait Lorraine dans la dynamique globale, c'est comment on fait pour avoir un pool de personnes qui ont des appétences, des interactions, des envies d'engagement différentes, et comment on fait pour créer finalement un groupe, on va dire, plus ou moins homogène sur la durée. Carrément, merci beaucoup. Et juste pour rebondir, c'est que il y a plusieurs choses que moi que j'ai observées. C'est aussi typiquement sur du bénévolat plutôt ponctuel ou éphémère, c'est davantage des jeunes qui se positionnent. Et il peut y avoir des changements aussi, des codes de communication qui sont davantage dispo par messagerie, genre Instagram ou autre, ou via texto, alors que les associations plus anciennes vont envoyer plutôt un mail et dire vous êtes convoqué tel jour à telle heure. Et mec, moi, ton mail, je ne le vois pas et je ne vais pas venir, je ne suis pas disponible. Donc, il y a pas mal aussi de conduite du changement à ce niveau-là. Mais après, la question que j'avais aussi, c'est au niveau de la plateforme, est-ce que vous faites des alertes, des rappels à l'ordre, des associations sur lesquelles il y a des bénévoles qui se positionnent, mais au final, qui n'ont jamais de retour? Et est-ce que vous allez même plus loin jusqu'à dire, bon, là, on ferme votre compte ou pas? Parce que les torts sont toujours partagés, il y a toujours 2 histoires, 2 versions dans une histoire, mais des assos qui ne répondent pas vont malheureusement nuire
à l'image qui est quand même pas très attractive du Ouais. bénévolat au sens large. Ouais, bah, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre, autant Make Sense, Benenova et même encore plein d'autres gens ici. Mais je pense que le sujet, c'est comment on fait pour accompagner et c'est ce que présentait Sophie en introduction. Et je vois que Stéphanie lève la main, donc je la laisserai même partager ça parce que je pense que c'est leur cœur de métier de travailler là-dessus. Lorraine, tu voulais intervenir et après, je prendrai la question de Abdou Diallo juste après qu'on ait clôturé Je pense que Stéphanie voulait réagir par rapport à ça, donc je te laisse Stéphanie réagir. Je ne sais pas si c'était une question ou si tu voulais réagir par rapport à ça. Non, bonjour, je voulais réagir à la question de Marc sur le chemin de croix de travail avec les associations qui. En fait, je voulais juste partager l'expérience qu'on a eue au début de Benenova. Clairement, dès le départ, c'était très facile de trouver des bénévoles. Demander à quelqu'un de partager 2 heures pour peu importe quelle mission, c'était très facile. Par contre, trouver des associations qui étaient prêtes à accueillir des bénévoles pendant quelques heures, ça l'était moins. Et en fait, la façon dont on a attaqué le sujet, c'est d'abord d'être vraiment dans l'accompagnement des associations et de montrer que dès le départ, d'être clair sur que la plateforme, c'était l'outil, mais tout à fait final, mais que le travail qu'on faisait, il était bien en amont. On les a toute association, et c'est toujours le cas, c'était le cas il y a 10 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui, qui contacte Benenova pour des bénévoles. Il n'y a jamais de listing sur la plateforme avant qu'il y ait une rencontre par téléphone, une rencontre sur le terrain pour bien analyser avec eux. En fait, il faut toujours hiérarchiser les missions. Toute mission ne se prête pas à la venue de bénévoles ponctuels. Et ça, c'est pas facile du tout pour une association de faire cette analyse de qu'est-ce que je fais faire à des bénévoles réguliers qui finalement va être usant pour eux et qui seraient tout à fait adaptés pour des ponctuels et vice-versa. Qu'est-ce que je fais faire à des ponctuels qui finalement serait mieux fait par des réguliers. Donc, il faut d'abord bien hiérarchiser et ensuite tester. Et Benenova, ça fonctionne au départ par test et ensuite par bouche à oreille. C'est-à-dire que, au départ, les bénévoles qu'on envoyait, c'était des bénévoles de notre cercle restreint qui testaient la mission, qui disaient bah non, en fait, 2 heures c'est trop court, 3 heures c'est trop long, il fallait mieux être 4, il fallait mieux être 5, ça c'était bon à faire, ça c'était pas, on s'est pas senti utile ou c'était pas de notre ressort. Et une fois que c'est testé, c'était ensuite envoyé à la communauté plus large de bénévoles. Et en fait, c'est en faisant ce travail vraiment d'accompagnement des associations, en les aidant aussi sur comment on accueille des bénévoles qui viennent une fois, parce qu'on a tendance à se dire, bon, ils viennent une fois, je ne vais pas passer 2 heures à... Évidemment, on ne passe pas 2 heures, mais Nassim l'a dit tout à l'heure et Lorraine aussi, tout bénévole ponctuel, c'est un bénévole régulier en puissance. En fait, c'est une personne qui a envie d'aider, donc il faut l'accueillir de la même façon que les autres, il ne faut pas du tout bâcler ça. Donc, tout ce travail d'accompagnement, en fait, d'acculturation des associations, elle prend du temps et ça ne se fait pas avec des fiches qu'on envoie. Il faut vraiment s'asseoir avec eux, le faire avec eux et quand ça ne fonctionne pas, comprendre pourquoi, etc. Donc vraiment, évidemment, beaucoup de temps passé, mais ensuite le bouche à oreille fonctionne bien puisque les associations se disent « Ah, ben, j'ai vraiment eu cette aide et voilà, pour d'autres confrontés à ce même souci de comment… » En fait, c'est un souci d'articulation. C'est pas du tout… Enfin, d'où le titre racoleur, c'est pas du remplacement, c'est de l'articulation entre les différents types de bénévoles. Je ne sais pas si ça aide à répondre, mais en tout cas… Merci beaucoup, merci. Trop bien. Et pour compléter, du coup, effectivement, chez Make Sense, on accompagne aussi beaucoup d'associations dans cette démarche-là. On fait vraiment de la formation et de l'accompagnement sur mesure pour des assos qui ont ces enjeux-là. Et en fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'un des plus gros enjeux, c'est le parcours d'accueil. C'est comment est-ce que je présente mon association, comment est-ce que je présente mes activités, les activités que les bénévoles ils vont pouvoir faire, et comment est-ce que je présente l'ADN et la culture de mon association. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour des structures de savoir comment accueillir des bénévoles. On reçoit, je ne sais pas, 5 mails différents de 5 personnes qui disent « je veux m'engager », etc. Mais c'est ces réflexions-là qu'on essaie de développer avec les associations en fait, nous, on pense beaucoup à nos besoins de bénévoles, mais il faut penser aux besoins des bénévoles, justement, de se mettre à la place des bénévoles qui rencontrent l'asso pour la première fois. Et ce qui est important pour eux, c'est souvent de se dire, c'est quoi la prochaine étape? C'est pas grave si la prochaine réunion d'information, c'est dans 3 semaines, mais au moins, j'ai besoin de savoir que la prochaine réunion d'info, c'est dans 3 semaines et qu'à ce moment-là, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un de l'asso qui va me parler de la structure. Ça peut être mettre en place des mini-parcours de vidéos, de choses comme ça qu'ils peuvent regarder en attendant la première formation auquel ils vont pouvoir assister. Ça peut être avoir un coup de fil d'un bénévole régulier qui va lui expliquer un petit peu ce qui se passe, etc. Il y a plein de moyens différents, mais c'est vrai que souvent, on se dit c'est trop de travail et nous, on n'a pas le temps de faire ça. Et tout l'enjeu, comme dit Stéphanie, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on va tester petit à petit dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, pour après formaliser un process d'accueil qui est structuré et qui sera le même pour tous. Voilà, merci Lorraine. Je me permets juste de rebondir rapidement sur 2 questions qui sont sur le chat.
au niveau de l'assurance, en tout cas en ce qui concerne Benenova, il y a des volumes de bénévoles qui sont assurés quand ils vont dans les missions. Et ensuite, sur la question du débriefing, en fait, c'était le cadre dont parlait tout à l'heure Sophie, c'est-à-dire que quand les bénévoles arrivent, en fait, il y a un accueil. Les bénévoles sont accueillis par la structure et la structure prend 5 minutes pour expliquer ce qu'est l'association et pourquoi les bénévoles sont là. Et effectivement, il y a aussi un débriefing à la fin qui clôture la mission. Ça me permet rapidement de partir maintenant sur la question de Monsieur Diallo. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Je suis Abdoulougoudou Diallo, élève en terminale sciences mathématiques à la République de Guinée. J'ai des questions très rapidement. La première, c'est comment Benenova, parce que c'est des organisations internationales, bien évidemment, impactent au-delà de la France? C'est la première question. La seconde, comment, quand on est jeune, on peut intégrer une famille associative quand on est passionné du bénévolat? Je vous remercie. Il y a peut-être, merci, il y a peut-être 2 éléments de réponse parce que sur le côté international, peut-être Make Sense aura des réponses. Et puis Stéphanie ou Sophie, du coup, sur le côté Hands-on Network, peut-être ça peut être intéressant d'y répondre aussi. Lorraine ou Sophie? Alors, c'est juste sur le côté international, c'est ça? Nous, effectivement, on a des bureaux au Sénégal, au Liban, aux Philippines et au Mexique. J'ai toujours peur d'en oublier un, c'est comme les 7 nains. Donc, si jamais tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à m'écrire. Voilà, on a des équipes qui travaillent dans ces pays-là et du coup aussi parfois dans les régions de manière plus globale. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire. Mais nous, on a des présences dans ces villes-là et on a des salariés qui font des activités qui sont similaires à ce qu'on fait en France. Merci Lorraine. Pour Benenova, Benenova pour l'instant est S'il vous plaît, Madame Lorraine, Pardon? s'il vous plaît, Madame, par quel canal on peut vous écrire? En fait, je vais envoyer le Par quel compte rendu canal demain. J'enverrai le compte Ok, rendu ok. demain avec les contacts, comme ça, tout sera dedans, en fait. Ce sera plus simple. Sophie, peut-être, pardon. Et alors, donc pour Benenova est présent pour l'instant qu'en France et sur une partie du territoire. Par contre, on est membre de Points of Light, qui est une association internationale qui réunit tous les organisations qui facilitent l'engagement citoyen. Donc, peut-être se rapprocher de Points of Light. C'est Stéphanie qui représente Benenova près de Points of Light. Donc, peut-être que Stéphanie, tu peux en dire un peu plus. Je réactive le son. Oui, bonjour. Donc, Points of Light, c'est une association qui est présente dans 32 pays. Donc, il regroupe des associations qui sont, qui facilitent l'engagement citoyen à la façon de Benenova ou de façon un peu plus large avec des choses plus régulières. Je vais juste partager le nom du site dans le chat avec le contact, pourquoi pas, chez eux. Mais en fait, ils ne regroupent pas directement des citoyens. C'est vraiment un réseau d'associations. Voilà. Merci Stéphanie et Sophie. Et Pauline Bourgeois, on vous laisse aussi poser la question. Oui, merci beaucoup. Merci. C'était plus aussi pour... alors, j'ai une question, bon, ça c'est promis, mais c'est aussi pour réagir par rapport à ce qu'on disait d'accompagner. Enfin, je rejoins aussi les retours qui ont été faits à la remarque de Marc, qui est en effet bien sûr pertinente. En effet, les torts sont partagés, mais qu'il y a des associations qui se constatent aussi par manque de moyens sur le manque de réponses. Et aussi, il faut accompagner du coup ces associations avant de couper le compte, essayer de comprendre. Et c'est pour ça que je vais des points de vue aussi dans la notion d'accompagnement d'associations également, il me semble. Et donc, oui, c'est comprendre et aussi faire le diagnostic avec eux de peut-être une annonce globale sans avoir réfléchi à ce qu'on dit au processus d'accueil, à qu'est-ce qu'on répond, à qu'est-ce qu'on veut derrière, mais certainement pas une bonne chose aussi pour l'association. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, ma question, c'était par rapport à France Bénévolat, avec qui, notamment Luna, on est très en lien avec eux. Je sais que normalement, il y avait un lien qui a été fait avec jeveuxaider.gouv.fr. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. Et si on poste une annonce donc, sur France Bénévolat, est-ce que ça peut être
directement lié avec jeuxvideo.gouv.fr? Est-ce qu'on doit contacter jeuxvideo.gouv.fr quand même pour que cette annonce qui est aussi sur France Bénévolat soit reliée sur cette plateforme? Voilà, merci beaucoup. Merci, Pauline. Il y avait d'autres… Non, je peux y aller, Laurent, ou tu penses Tu que… peux y aller, Non. ouais, je crois que tu peux. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que je ne pense pas que tout le monde soit concerné par le sujet et je n'ai pas trop envie d'alourdir un petit peu les échanges, mais on pourra en discuter par la suite. Je serai disponible avec grand plaisir. Mais de manière générale, ce qu'on est en train de créer, donc je vais prendre un exemple de ce qu'on trouve encore une fois dans l'écosystème, notamment marchand. Aujourd'hui, pour des gens qui achètent des petites boîtes avec des haut-parleurs où on peut leur parler et ils nous répondent, je ne vais pas citer de marque comme ça. Et ben, en fait, ces petites boîtes, lorsque vous demandez à la petite boîte est-ce que tu peux jouer telle musique de tel artiste, et ben, cette petite boîte, elle va aller chercher une information dans une boîte noire qui s'appelle une API. Et cette boîte noire va contacter une marque qui diffuse de la musique, donc il y en a plusieurs, hein, des plateformes d'écoute de musique. Et du coup, l'information de la petite boîte va demander ici et va la chercher dans le bon canal de musique. C'est comme si on avait un annuaire et moi, je vais chercher votre numéro dans l'annuaire, je vous appelle pour vous demander une information. Donc, en fait, j'utilise un média, un canal pour aller chercher une info là où elle est. Et donc, c'est ce qu'on fait avec l'écosystème du bénévolat, l'écosystème numérique de l'engagement. Ça n'existait pas jusqu'à il y a quelques temps et on a développé ça il y a 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de s'interconnecter et d'avoir des missions qui transitent d'une plateforme à une autre. Néanmoins, ça demande pas mal de sujets techniques. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut pas faire dans les 2 sens avec tout le monde. Parce qu'en fait, il y a déjà des questions de choix, de volonté. Est-ce que j'ai envie d'être diffusé à tel endroit ou à tel endroit? Donc, ça, c'est légitime comme question. Et donc, on est en train de travailler avec différents acteurs pour pouvoir se faire. Aujourd'hui, avec France Bénévolat, on a lancé une expérimentation il y a plusieurs mois, notamment à Nantes, dans l'idée de pouvoir permettre aux associations de France Bénévolat Nantes, qui travaillent avec France Bénévolat Nantes, de diffuser leur mission sur jeuxvideo.gouv.fr, dans ce sens-là. Avec des collectivités territoriales, c'est un peu différent. Donc, il y a plein de collectivités territoriales qui ont leur propre plateforme de bénévolat. Je pense à Bordeaux ou Lille. Et ben, là, on fait transiter dans les 2 sens. Comme ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité. Mais là, on est sur une logique un peu différente puisqu'il s'agit d'une logique de collectivité, finalement, encore une fois, de service public. Et donc, on travaille là-dessus avec Bénévolte, avec France Bénévolat, avec Bénénova, bien sûr. Il y a des acteurs comme Bouygues Télécom, par exemple, qui, dans un cadre d'action, j'ai envie de dire, RSE, a développé toute une dynamique sur le bénévolat et l'engagement. Et donc, ils ont développé leur propre plateforme de bénévolat. Et aujourd'hui, grâce à l'API engagement, les missions de Bénénova et de jeuxvideo.gouv.fr apparaissent sur cette plateforme-là, par exemple. Et je pourrais encore citer pas mal d'exemples. Mais donc là, on est en train de développer tout cela pour y arriver. On fait ça avec le service civique notamment, qui nous permet de diffuser des missions, par exemple, sur la plateforme Un jeune, une solution. Du coup, il y a des missions de bénévolat et de service civique qui transitent. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'identification des missions. Merci beaucoup, Nassim. Il est 10h22 et donc l'idée, c'est de terminer à 10h30. On arrive à la fin. Est-ce que, Najim, alors, si c'est une question rapide, on peut la prendre et puis on va terminer ensuite. Najim, on ne vous entend pas. Toujours pas. Bah, écoutez, Najim, je suis désolé, on ne vous entend pas et le temps file. Ce que je propose, c'est que dans tous les cas, je leur dis une 4e fois, mais on va vous envoyer toutes les infos demain, le compte-rendu, les contacts, les infos, les études d'impact, tout sera là. Lorraine, est-ce que tu veux parler rapidement du plan de la formation? Yes, j'écris un petit peu dans le chat, mais pour que vous sachiez, donc chez Make Sense, on organise des journées de formation sur cette thématique de développement, lancement, développement de communauté. Donc, c'est une journée, soit le 21 mars ou le 23 mai. Et c'est une journée, on va reprendre un peu les bases de l'animation de communauté, du community building, et surtout vous aider à travailler un plan d'action très concret pour que vous puissiez, dès le lendemain, mettre en place des actions pour développer cette communauté dans une logique un peu de test, comme on disait tout à l'heure, de
petits pas. Voilà, donc chez Make Sense, on n'est pas dans des grands cours magistraux, c'est vraiment du concret. Comment est-ce qu'on peut vous aider dans vos enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Laurent va envoyer les infos et puis vous pouvez directement m'écrire par mail et que vous sachiez que ces formations, elles peuvent être remboursées par les OPCO. Donc, ça peut être pris en charge par les organismes de formation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Lorraine. Et en ce qui concerne Bleu Blanc Zeb, on va organiser un webinaire sur la mesure d'impact en compagnie de la Cravate Solidaire qui témoignera avec Voisin Malin et en compagnie de l'Avise et de Kimso. Ce sera le 9 février, là, comme vous pouvez le voir, à 14 h. J'en profite pendant le sondage, parce qu'a priori, ça ne demande quand même pas trop de concentration, pour remercier très, très sincèrement Lorraine, Nassim, Sophie, voilà, pour votre participation, parce que c'était vraiment chouette de vous avoir à nos côtés là, pour aujourd'hui sur cette thématique. On voit qu'il y avait vraiment de l'engouement et donc trop chouette. Et oui, on peut faire une photo. Donc voilà, encore merci. Merci aussi du coup voilà, pour l'adaptation, Sophie, pour le remplacement au pied levé. Merci Stéphanie aussi du coup d'avoir complété certaines infos. Et puis effectivement, merci à tous les participants et puis à mes collègues qui ont assuré, Michael en l'occurrence, qui a assuré sur tout le côté technique. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et on a quand même 83% d'entre vous qui ont mieux compris, du coup, là, en tout cas, vous êtes 83% à estimer avoir compris la différence entre la complémentarité entre chacun. Et donc, je remercie tous ceux qui n'ont pas mis pas du tout et entre qui. Voilà, ça aurait été une punition pour nous après 7h30 passées ensemble. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et Attends, puis, on fait juste une photo avant, Laurent. Ah oui, pardon, j'ai oublié la photo. Est-ce qu'on Pardon. peut départager l'écran? Ouais, je suis une animatrice de communauté, donc la photo, c'est un incontournable. Est-ce qu'on peut départager l'écran et faire une petite photo, s'il vous plaît? C'est quoi le thème, Lorraine? Hein? C'est quoi le thème? Tu choisis le thème? Si, mais il m'a entendu dire ça à peu près 152 fois depuis. Voilà. Allez, donc je vous invite à faire votre plus beau sourire. À 3, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Laurent pour l'animation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée, à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous. À bientôt.